Ok. Bonjour, chers étudiants. Euh, Nous allons continuer notre étude du droit international privé. Nous allons continuer notre étude du droit international privé. Les premières séances ont porté sur l'objet du DIP et dans l'étude de l'objet du DIP, nous avons procédé à la définition du DIP. Et nous avions dit que plusieurs définitions ont été proposées, n'est-ce pas? Mais quand on fait le rapprochement des différentes définitions, il y a un élément commun dans toutes les définitions, c'est la présence d'un élément d'extranéité, c'est-à-dire d'un élément étranger. Et c'est ce qui nous a poussé automatiquement à procéder au diagnostic du domaine d'application des règles du DIP. Ce domaine, en le scrutant, nous avons ciblé 4 domaines. Le premier domaine d'intervention des règles du DIP, c'est le domaine de la nationalité des personnes. Et ce domaine de la nationalité des personnes nous a amené à faire la distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Nous avions fait des développements là-dessus. Le deuxième domaine, c'était la condition des étrangers en pays hôte. Là aussi, nous avons apporté des éclaircissements, n'est-ce pas, sur la condition des étrangers en pays hôte. Le troisième domaine, c'est le domaine d'application concrète des règles du DIP avec des cas pratiques donnés. Nous avions donné 3 exemples de cas pratiques pour comprendre, n'est-ce pas, la problématique, n'est-ce pas, des règles du DIP. Le quatrième domaine a porté sur les conflits de juridiction. C'est normal. Quand il y a conflit de loi dans l'espace, automatiquement, il y aura conflit de loi au niveau des juridictions compétentes pour pouvoir trancher et résoudre le problème des problèmes de conflit de loi dans l'espace. Voilà, là nous avons franchement épilogué sur le domaine d'application des règles du DIP. L'enregistrement qui va suivre dans l'étude de notre module, cet enregistrement aujourd'hui va porter sur les sources des règles du DIP. Ces sources, si vous vous rappelez bien, dans notre partie introductive, nous avons cherché ces sources à travers 2 types de sources, c'est-à-dire la jurisprudence et la doctrine, et nous avons aussi discuté sur le contenu de ces 2 notions de jurisprudence et de doctrine. Mais aujourd'hui, parlant des sources du DIP, nous allons peut-être cibler d'autres types de sources du DIP à côté de celles-là que nous venons de citer. Ces 2 types de sources du DIP sont d'une part les sources nationales et d'autre part les sources internationales. C'est normal, c'est très normal, dans la mesure où le droit international privé tantôt voit la résolution de ces conflits par les règles étatiques internes des États, mais tantôt aussi par la mise en place de conventions internationales. Donc, concernant ces sources du DIP, nous allons aujourd'hui cibler ces 2 types de sources, c'est-à-dire les sources nationales et les sources internationales. Concernant les sources nationales, nous prenons le cas du Sénégal qui nous intéresse parce que chaque État ayant ses propres sources nationales au niveau des règles du DIP. Concernant l'État du Sénégal, ces sources nationales ne sont rien d'autre que
le droit positif sénégalais. Le droit positif sénégalais, c'est quoi? C'est en réalité l'ensemble des textes de loi en vigueur et en application sur l'ensemble du territoire sénégalais. Autrement dit, chaque État dispose d'un droit positif. Ce droit positif sénégalais, si nous devons analyser son contenu, n'est-ce pas, nous amène tout simplement à étudier ce que l'on appelle la hiérarchie des normes dans un État. C'est-à-dire comment les règles de droit sont hiérarchisées, n'est-ce pas, dans un État. Concernant le Sénégal, au sommet, nous avons la Constitution. Après la Constitution, nous avons la loi. Après la loi, nous avons le règlement. Après le règlement, nous avons la jurisprudence et ensuite la coutume. Effectivement, la coutume aussi joue un rôle important dans le droit international, qu'il s'agisse du droit international public ou du droit international privé. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le droit international privé. Alors, ces sources nationales, nous allons voir qu'au niveau de ces sources nationales, la loi occupe une place assez réduite. Cela tient au fait que le droit international privé, historiquement, a été l'œuvre de la doctrine et de la jurisprudence, laquelle jurisprudence s'appuie sur des règles coutumières. Comme je vous l'ai dit dans nos introductions, dans notre introduction, n'est-ce pas, préliminaire, que les sources du DIP sont essentiellement constituées de la doctrine et de la jurisprudence. Donc, en parlant de la loi en tant que source du DIP, il faut tout simplement noter que ce texte de loi occupe une place très réduite dans les règles du DIP, dans les sources du DIP. Cependant, certaines règles ont été codifiées au Sénégal. Il en est ainsi pour les règles de statut personnel qui se trouvent dans le Code de la famille. Effectivement, nous avions dit que la résolution des conflits de loi dans l'espace passe par l'application de règles fondamentales. La règle de la territorialité des lois et la règle de la personnalité des lois. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez maîtrisé le contenu de ces deux notions fondamentales concernant la résolution des problèmes de conflit de loi dans l'espace. Donc, en ce moment-là, si nous prenons le cas de l'État du Sénégal, le Code de la famille, n'est-ce pas, comporte des règles du DIP parce qu'effectivement, le Code de la famille comporte en son sein ce qu'on appelle le statut personnel. Le statut personnel renvoie à ce qu'on appelle l'état des personnes. L'état des personnes, ça renvoie tout simplement, n'est-ce pas, à tout ce qui est lié à la personnalité de l'individu, autrement dit, son état civil. Après le Code de la famille, au niveau des lois nationales comme source du DIP, nous avons la loi sur les sociétés commerciales du 29 juillet 1985. Mais à ce niveau, il faut noter que cette loi sur les sociétés commerciales était contenue dans le COCC, mais avec l'arrivée de l'OHADA aujourd'hui, les règles commerciales qui se trouvent dans le COCC ont été abrogées et remplacées par les règles uniformes de l'OHADA. Donc, à ce niveau-là, il faudrait peut-être faire référence, n'est-ce pas, à l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et non plutôt à cette loi de 1985 qui est aujourd'hui abrogée et remplacée. Cette loi contient, je le disais tantôt, quelques règles du droit international privé, mais on peut dire que la plupart des règles sont d'origine jurisprudentielle. Nous avions dit au début qu'effectivement, en parlant de nationalité des personnes, nous avons eu à faire la différence entre la nationalité des personnes physiques et la nationalité des personnes morales. Et là, quand on parle effectivement des règles
sur les sociétés commerciales au niveau du DIP, on fait allusion justement ici à la nationalité, n'est-ce pas, des sociétés commerciales. Et la nationalité des sociétés commerciales, là aussi, nous avions apporté des éclaircissements. Alors, les règles sont souvent d'origine jurisprudentielle au niveau des sources du DIP. À côté des sources nationales que nous venons, n'est-ce pas, de boucler, il y a aussi les sources internationales au niveau du DIP. Concernant ces sources internationales, elles posent des problèmes particuliers en dépit de la faiblesse de leur développement. À cet égard, il faut distinguer selon que ces sources sont constituées par les normes du droit international public général ou de la jurisprudence internationale, ou selon qu'elles sont constituées par des traités. Là, à ce niveau, il faut tout simplement noter que nous parlons ici du droit international public parce que tout simplement, nous avons dit que ce droit, même s'il est l'opposé du DIP, ce droit, lui aussi, c'est pour réglementer les relations entre d'autres sujets de droit, n'est-ce pas? Mais ces sujets de droit soumis au droit international public ne sont rien d'autre que les États. Quant au DIP, lui aussi, il réglemente, n'est-ce pas, les relations entre d'autres sujets de droit, mais ces sujets de droit, au niveau du DIP, ce sont des personnes de statut privé. Ces personnes de statut privé peuvent être des personnes physiques comme des personnes morales. Nous avions fait des éclaircissements à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut noter, il y a aussi la présence tout à l'heure de la jurisprudence internationale, c'est-à-dire les décisions de justice qui sont rendues par des tribunaux ayant une compétence internationale. Donc, là, il faut dire tout simplement retenir que les règles du droit international public général n'intéressent que très peu le droit international privé, comme nous l'avons dit, c'est deux droits qui sont différents, sauf pour la condition des étrangers. Effectivement, dans l'étude du droit international privé, nous avons parlé de la condition des étrangers. Cette condition des étrangers aussi peut être réglée par le droit international public, n'est-ce pas? Il en est de même pour la jurisprudence des tribunaux internationaux. On peut noter quelques arrêts importants. Donc, nous avons l'avis de la Cour permanente de justice internationale du 7 février 1923, l'arrêt Nottebohm de la Cour internationale de justice du 6 février 1955 et l'arrêt Barcelona de la même Cour du 5 février 1970, deux arrêts relatifs à la nationalité. Donc, il s'agit là, effectivement, des décisions de justice qui ont été rendues par des juridictions à caractère international, mais ces décisions de justice sont intervenues dans le domaine de la nationalité. Cette nationalité, tantôt elle peut concerner les personnes physiques, tantôt elle peut concerner les personnes morales. Mais ce qu'il faut retenir encore toujours ici, nous voyons que il y a la présence du droit international public et quand on dit droit international public, on pense automatiquement aux traités internationaux ou bien aux conventions internationales. C'est ce qui nous pose tout à l'heure à étudier un peu au passage la valeur juridique des normes du traité. Alors, pour cette valeur juridique des normes d'origine conventionnelle, elle doit être envisagée sous un double point de vue, la réserve de réciprocité et l'autorité respective de ces normes et des normes d'origine interne. Là, nous allons peut-être procéder à une étude comparative, n'est-ce pas? Parce que, en réalité, nous avons vu que les États ont des lois nationales qu'ils élaborent eux-mêmes, mais aussi ils participent à la création des traités internationaux ou des conventions internationales. Ces traités internationaux ou conventions internationales
international. Tantôt, c'est soit bilatéral, tantôt, c'est soit multilatéral. C'est bilatéral quand ça unit deux États. C'est multilatéral quand ça unit plusieurs États, au moins deux. Mais le problème qui est posé à ce niveau-là, concernant l'étude comparative entre ces traités internationaux ou conventions internationales et les lois nationales internes d'un État, il faut tout simplement noter que la plupart des États, comme celui du Sénégal ou de la France, la plupart des États ont considéré que les traités internationaux ou conventions internationales régulièrement négociés, régulièrement adoptés, régulièrement ratifiés, ces conventions internationales ou traités internationaux ont une valeur juridique supérieure à celle des lois. Alors, là, en ce moment-là, ça fait l'objet d'un grand débat. Ça fait l'objet d'un grand débat, mais il est évident que lorsque les traités qu'on vient de citer, les conventions qu'on vient de citer, remplissent, n'est-ce pas, ces conditions-là, dans la plupart des États, ces traités ou conventions internationales ont une valeur supérieure, n'est-ce pas, à celle des lois. Même si, dans la jurisprudence, vous l'avez vu dans le texte, dans la jurisprudence française, il y a effectivement l'intervention du pouvoir judiciaire concernant l'interprétation, n'est-ce pas, des traités internationaux ou des conventions internationales. Et souvent, on a dit que, compte tenu de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire ne devrait pas intervenir dans l'interprétation des traités internationaux ou des conventions internationales, dans la mesure où cette interprétation par le pouvoir judiciaire de ces documents-là peut entraîner des incidences diplomatiques. Et c'est la raison pour laquelle on préfère que souvent l'interprétation de ces normes à caractère international, que sont les traités internationaux et les conventions internationales, que cette interprétation puisse être faite par le pouvoir exécutif lui-même, dans la mesure où c'est ce pouvoir-là qui procède à la négociation de ces traités, c'est ce pouvoir-là qui procède à la rédaction de ces traités, c'est ce pouvoir-là qui procède à la ratification de ces traités. Donc, il est bien placé, vraiment, pour pouvoir interpréter le contenu, n'est-ce pas, de ces conventions internationales lorsque leur contenu paraît un peu flou. Alors, donc, chers étudiants, voilà en gros aujourd'hui l'objet de notre entretien qui porte sur l'étude des sources du droit international privé. Et je répète, n'est-ce pas, encore une fois, à côté des sources que nous avions ciblées au départ, à savoir la jurisprudence et la doctrine, aujourd'hui, les sources du DP que nous avons abordées sont d'une part les sources nationales, et nous avons compris le contenu de ces sources nationales, et d'autre part les sources internationales à travers les conventions internationales ou les traités bilatéraux. Merci de votre attention. On aura l'occasion au cours de la séance de visio, n'est-ce pas, on aura l'occasion d'en discuter à travers les questions que vous allez poser et qu'on va essayer d'éclaircir. Merci de votre attention.